Le cœur et la raison de Jane Austen, partie 6 du livre audio, chapitre 26. Elinor ne pouvait se trouver dans la voiture avec Mrs. Jennings au début d'un voyage à Londres sous sa protection et au titre de son invitée, sans s'émerveiller de sa propre situation, tant avait été brève leur connaissance avec cette dame dont elles étaient peu adaptées l'une à l'autre par l'âge et le caractère, et tant ses objections à une telle mesure avaient été nombreuses, quelques jours seulement auparavant. Mais toutes ces objections avaient été vaincues ou écartées avec cet heureux élan de jeunesse que Marianne possédait en partage avec sa mère. Et Elinor, malgré tous les doutes qui l'assaillaient de temps à autre quant à la constance de Willoughby, ne pouvait être témoin du ravissement d'espoir délicieux qui emplissait l'âme entière et rayonnait dans les yeux de Marianne, sans ressentir tout le vide de ses propres perspectives d'avenir, toute l'absence de gaieté de son propre état d'esprit, en comparaison, et sans se dire qu'elle serait bien heureuse de pouvoir prendre part aux préoccupations de la situation de Marianne afin d'avoir en vue le même objet animateur, la même possibilité d'espoir. Toutefois, il fallait maintenant un délai court, fort court, pour décider de ce qu'étaient les intentions de Willoughby. Selon toute probabilité, il était déjà en ville. La hâte de Marianne à partir déclarait qu'elle comptait bien l'y trouver. Et Elinor était résolue non seulement à s'assurer toutes les lumières nouvelles quant à son caractère, que pourrait lui donner sa propre observation ou l'expérience d'autrui, mais encore à observer son attitude à l'égard de Marianne, avec un zèle attentif, afin de se rendre compte de ce qu'il était et de ce qu'il comptait faire avant qu'eussent eu lieu beaucoup de rencontres. Au cas où le résultat de ces observations serait défavorable, elle était résolue tout au moins à ouvrir les yeux à sa sœur. S'il en était autrement, ses efforts seraient d'une nature différente. Il lui faudrait alors apprendre à éviter toute comparaison égoïste et à bannir tout regret qui pût amoindrir sa satisfaction devant le bonheur de Marianne. Elles mirent 3 jours à faire leur voyage, et l'attitude de Marianne en cours de route fut un spécimen heureux de ce qu'on pouvait attendre de sa complaisance et de sa sociabilité future envers Mrs. Jennings. Elle demeura silencieuse durant presque tout le parcours, absorbée dans ses propres méditations et ne parlant presque jamais volontairement, sauf quand quelque objet d'une beauté pittoresque dans le champ de leur vision lui tirait une expression de ravissement adressée exclusivement à sa sœur. Aussi, pour faire compensation à cette attitude, Elinor prit-elle immédiatement possession du poste de civilité qu'elle s'était assigné. Elle se comporta avec les plus grands égards pour Mrs. Jennings, causa avec elle, rit avec elle et l'écouta chaque fois qu'elle le put. Mrs. Jennings, de son côté, les traita toutes les deux avec toute l'amabilité possible, fut en toutes circonstances pleine de sollicitude pour leur bien-être et leur plaisir, et ne se montra inquiète que parce qu'elle ne pouvait leur faire choisir elle-même leur menu à l'auberge, ni leur tirer un aveu de ce qu'elles préférassent le saumon à la morue ou la poule bouillie aux côtelettes de veau. Elles arrivèrent à Londres dès 3 heures, le 3e jour, contentes d'être délivrées, après un tel voyage, de la prison d'une voiture et prêtes à supporter tout le luxe d'un bon feu. La maison était richement aménagée et les jeunes filles furent immédiatement mises en possession d'une chambre fort confortable. Elle avait été naguère celle de Charlotte et, au-dessus de la cheminée, était encore accroché un paysage en soie de couleur dont elle était l'auteur et qui prouvait qu'elle avait passé non sans résultat 7 ans dans un grand pensionnat de Londres. Comme le dîner ne devait être prêt que 2 heures au moins après leur arrivée, Elinor résolut d'utiliser ce délai pour écrire à sa mère et s'assit à cet effet. Au bout de quelques instants, Marianne en fit autant. « Moi, j'écris au nôtre, Marianne, dit Elinor. Ne ferais-tu pas mieux de différer ta lettre d'un jour ou 2 ? Ce n'est pas à ma mère que je vais écrire, répondit précipitamment Marianne, comme si elle désirait éviter tout surcroît d'interrogation. Elinor ne dit rien de plus. L'idée lui vint immédiatement qu'elle devait donc écrire à Willoughby, et la conclusion qui s'ensuivit aussitôt, ce fut que, quelque mystérieusement qu'ils entendissent mener l'affaire,
il devait être fiancé. Cette conviction, bien qu'elle ne fût pas entièrement satisfaisante, lui causa du plaisir, et elle continua sa lettre avec plus d'allant. Celle de Marianne fut terminée en fort peu de minutes. Quant à la longueur, ce ne pouvait être rien de plus qu'un billet. Elle fut alors pliée, cachetée et adressée avec une rapidité pleine d'ardeur. Elinor crut pouvoir distinguer un gros W dans la suscription, et à peine fut-elle achevée que Marianne, tirant la sonnette, prescrivit au valet de pied qui répondit à son appel de faire porter cette lettre pour elle par la poste à 2 pence. La question fut ainsi tranchée sur l'heure. Son entrain se maintint encore fort vigoureux, mais il avait une agitation qui l'empêcha de causer beaucoup de plaisir à sa sœur, et cette agitation s'accrut à mesure que le soir s'approchait. Elle fut presque incapable de manger au dîner, et lorsqu'elles retournèrent ensuite au salon, elle parut écouter avec inquiétude le bruit de chaque voiture. Ce fut pour Elinor une grosse satisfaction de constater que Mrs. Jennings, du fait qu'elle fût fort occupée dans sa chambre, ne s'apercevait que fort peu de ce qui se passait. On vint servir le thé, et Marianne avait déjà été déçue plus d'une fois par un coup frappé à une porte voisine, lorsqu'il s'en fit soudain entendre un autre, vigoureux, qu'il était impossible de prendre pour un coup frappé à une autre maison. Elinor se sentit sûre qu'il annonçait l'approche de Willoughby, et Marianne, se levant en sursaut, s'avança vers la porte. Tout demeura silencieux. Cette situation ne pouvait pas être supportée au-delà de quelques secondes. Elle ouvrit la porte, fit quelques pas vers l'escalier, et après avoir tendu l'oreille pendant une demi-minute, rentra au salon dans un état d'agitation tel que le produirait naturellement la conviction d'avoir entendu celui qu'elle attendait. Dans l'extase de son émotion du moment, elle ne put s'empêcher de s'écrier. « Oh, Elinor, c'est Willoughby. Oui, c'est lui !» Et elle semblait presque prête à s'élancer dans ses bras lorsqu'apparut le colonel Brandon. Ce fut une secousse trop forte pour qu'elle pût la supporter avec calme, et elle sortit immédiatement de la pièce. Elinor fut déçue, elle aussi, mais en même temps son affection pour le colonel Brandon assura à celui-ci un bon accueil de sa part, et elle éprouva une douleur toute particulière de ce qu'un homme qui avait un tel faible pour sa sœur put percevoir qu'elle ne ressentait que chagrin et déception en le voyant. Elle vit à l'instant que cela n'était pas passé inaperçu pour lui, qu'il avait même observé Marianne au moment où elle était sortie de la pièce, avec un étonnement et une inquiétude qui lui laissaient le loisir de se souvenir de ce qu'exigeait la civilité envers elle-même. « Votre sœur est-elle souffrante ?» dit-il. Elinor répondit, non sans chagrin, qu'elle l'était, et parla ensuite de maux de tête, de manque d'entrain, de surmenage, et de tout ce à quoi elle pouvait décemment attribuer la conduite de sa sœur. Il l'écouta avec l'attention la plus sérieuse, mais, paraissant se ressaisir, n'en dit pas plus long à ce sujet, et se mit aussitôt à parler du plaisir qu'il avait de les voir à Londres, posant les questions habituelles au sujet de leur voyage et des amis qu'elles avaient laissés derrière elles. C'est de cette façon calme, avec bien peu d'intérêt de part et d'autre, qu'ils continuèrent à causer, abattus l'un et l'autre, et ayant l'un et l'autre leurs pensées occupées ailleurs. Elinor désirait vivement lui demander si Willoughby était à Londres, mais elle craignait de lui faire de la peine en l'interrogeant sur son rival. Et, en fin de compte, pour dire quelque chose, elle lui demanda s'il était resté à Londres depuis la dernière fois où elle l'avait vu. « Oui, » répondit-il avec un peu d'embarras, « j'y suis resté presque tout le temps. Je suis allé 1 ou 2 fois à Delaford pour quelques jours, mais il n'a jamais été en mon pouvoir de retourner à Barton. » Cette réponse, jointe à la façon dont elle était dite, remit immédiatement en mémoire à Elinor toutes les circonstances de son départ de cette localité, ainsi que l'inquiétude et les soupçons qu'elles avaient causés à Mrs. Jennings, et elle craignit que sa question n'eût sous-entendu beaucoup plus de curiosité à ce sujet qu'elle n'en avait ressenti. Mrs. Jennings ne tarda pas à entrer. « Oh, mon colonel !» s'écria-t-elle avec son habituelle gaieté bruyante. « Je suis prodigieusement contente de vous voir, navrée de n'avoir pu venir plus tôt.
Excusez-moi, mais j'ai été obligée de regarder un peu partout et d'arranger mes affaires. Car voilà longtemps que je n'ai été chez moi. Et vous savez qu'on a toujours tout un monde de petites choses hétéroclites à faire après qu'on a été absent un certain temps. Et puis, il a fallu que je m'entende avec Cartwright. Seigneur, j'ai été occupée comme une abeille depuis le dîner. Mais dites-moi, je vous prie, mon colonel, comment vous avez pu deviner que je serais à Londres aujourd'hui ? J'ai eu le plaisir de l'apprendre chez Mrs. Palmer, où je viens de dîner. Ah, vraiment ? Eh bien, et comment vont-ils tous chez eux ? Comment va Charlotte ? Je vous garantis qu'elle doit être d'un bel embonpoint à présent. Mrs. Palmer m'a paru en excellente santé, et je suis chargée de vous dire que vous la verrez certainement demain. Oui, c'est bien ce que je pensais. Eh bien, mon colonel, j'ai amené avec moi 2 jeunes personnes, comme vous le voyez. C'est-à-dire que vous n'en voyez qu'une présentement, mais il y en a une autre quelque part. C'est votre amie, Miss Marianne, par surcroît. Vous ne serez pas peiné de l'apprendre. Je ne sais pas ce qu'à vous deux, Monsieur Willoughby et vous ferez à son sujet. Eh oui, c'est une belle chose que d'être jeune et bien faite. Enfin, j'ai été jeune autrefois, mais je n'ai jamais été bien belle. Tant pis pour moi. Néanmoins, j'ai décroché un mari excellent, et je ne sais pas ce que peut faire de plus la plus grande beauté. Ah, le pauvre homme. Voilà 8 ans et plus qu'il est mort. Mais, mon colonel, où donc avez-vous été depuis que nous nous sommes séparés ? Et comment marche votre affaire ? Voyons, pas de secret entre amis. Il répondit avec sa douceur accoutumée à toutes ces interrogations, mais sans la satisfaire sur aucune. Elinor se mit alors à préparer le thé, et Marianne fut contrainte de réapparaître. Après son entrée, le colonel Brandon devint plus pensif et plus silencieux qu'il ne l'avait été auparavant, et Mrs. Jennings ne put obtenir de lui qu'il restât longtemps. Aucun autre visiteur ne parut ce soir-là, et les dames furent unanimement d'accord pour se coucher de bonne heure. Marianne se leva le lendemain matin, ayant recouvré son entrain et sa bonne mine. La déception de la veille au soir semblait oubliée dans l'espoir de ce qui devait arriver ce jour-là. Elles n'avaient pas terminé leur déjeuner depuis longtemps que la calèche de Mrs. Palmer s'arrêtait à la porte, et, au bout de quelques minutes, elle entra dans la pièce, toute rieuse. Tellement ravie de les voir toutes qu'il était difficile de savoir si elle avait plus de plaisir à revoir sa mère ou les demoiselles d'Ashwood. Tellement surprise de leur arrivée à Londres, bien que ce fût là ce qu'elle avait espéré tout au long. Tellement en colère de ce qu'elles eussent accepté l'invitation de sa mère après avoir décliné la sienne, bien que, par ailleurs, elle ne leur eût jamais pardonné de n'être pas venue. « Monsieur Palmer sera bien heureux de vous voir, dit-elle. Que croyez-vous qu'il ait dit quand il a appris que vous deviez venir avec maman ? Je l'oublie, à présent, mais c'était quelque chose de si cocasse. » Au bout d'une heure ou deux passée à ce que sa mère appelait un agréable bavardage, ou, en d'autres termes, à tous les genres d'interrogations touchant toutes leurs connaissances, quant à Mrs. Jennings, et à rire sans cause, pour ce qui était de Mrs. Palmer, cette dernière proposa qu'elles l'accompagnassent toutes dans quelque magasin où elle avait affaire ce matin-là. À quoi Mrs. Jennings et Elinor consentirent avec empressement, comme ayant également quelques emplettes à effectuer de leur côté. Et Marianne, bien qu'elle eût commencé par refuser, se laissa persuader d'être de la partie. Où qu'elles allassent, elle était manifestement toujours sur le qui-vive. Dans Bond Street, tout particulièrement, où se traita une bonne partie de ce qu'elles avaient à faire, ses yeux furent en interrogation constante. Et quel que fût le magasin dans lequel le groupe était actif, son esprit était également détourné de tout ce qui intéressait et occupait les autres. Agitée et mécontente partout, elle ne put jamais donner à sa sœur son opinion au sujet d'aucun article à acheter, quoiqu'il pût les concerner toutes deux également. Elle ne recevait de plaisir de rien. Elle était impatiente uniquement d'être de retour à la maison, et parvint avec difficulté à maîtriser sa contrainte devant les lenteurs ennuyeuses de Mrs. Palmer, dont l'œil se laissait prendre à tout ce qui était joli, coûteux ou nouveau, qui avait une envie folle de tout acheter, ne pouvait se décider sur rien
et gaspillait son temps dans le ravissement et l'indécision. La matinée était fort avancée lorsqu'elles rentrèrent à la maison, et à peine furent-elles de retour que Marianne s'élança avidement à l'étage et, quand Elinor la suivit, elle la trouva qui s'éloignait de la table avec un visage attristé qui indiquait que Willoughby n'avait pas donné signe de vie. « Aucune lettre n'a-t-elle été déposée ici depuis que nous sommes sortis ?» dit-elle au valet de pied qui entrait à ce moment avec les paquets. Elle reçut une réponse négative. « Vous en êtes tout à fait sûr ?» repartit-elle. « Êtes-vous certain qu'aucun domestique, aucun portier n'a laissé de lettres ni de billets ?» Le domestique répondit que personne n'en avait laissé. « Comme c'est curieux, vraiment !» dit-elle d'une voix basse et déçue en s'éloignant vers la fenêtre. « Vraiment curieux, en effet !» se dit intérieurement Elinor, regardant sa sœur avec inquiétude. Si elle n'avait pas su qu'il fût en ville, elle ne lui aurait pas écrit comme elle l'avait fait. Elle eût écrit à Combe Magna. Et s'il est à Londres, comme il est curieux qu'il ne vienne ni écrive. Oh, ma chère mère, vous devez avoir tort d'autoriser que des fiançailles entre une fille si jeune et un homme si peu connu soient poursuivies d'une façon aussi douteuse, aussi mystérieuse. Il me tarde, à moi, de m'enquérir. Mais comment supportera-t-on mon intervention ? Elle résolut, après avoir un peu réfléchi, au cas où les apparences continueraient encore bien des jours à être aussi déplaisantes qu'elles l'étaient à présent, d'exposer de la façon la plus vigoureuse à sa mère la nécessité d'une enquête sérieuse sur cette affaire. Mrs. Palmer et deux dames d'un certain âge, amies intimes de Mrs. Jennings, qu'elle avait rencontrées et invitées au cours de la matinée, dînèrent avec elle. Celle-là les quitta peu après le thé pour s'acquitter de ses obligations mondaines de la soirée, et Elinor fut obligée de contribuer à la formation d'une table de whist pour les autres. Marianne n'était d'aucun secours en pareille occurrence, car elle n'avait jamais voulu apprendre ce jeu. Mais bien qu'elle disposât de son temps, la soirée ne fut nullement plus productrice de plaisir pour elle que pour Elinor, car elle se passa dans toute l'inquiétude de l'attente et la douleur de la déception. Elle tenta parfois, pendant quelques minutes, de lire, mais le livre ne tardait pas à être rejeté, et elle revenait à l'occupation plus intéressante qui consistait à marcher de long en large à travers la pièce, à s'arrêter un instant chaque fois qu'elle arrivait à la fenêtre, dans l'espoir de distinguer le coup, tant attendu, frapper à la porte. Chapitre 27. « Et si ce temps doux se maintient encore longtemps, dit Mrs. Jennings, quand elles se retrouvèrent au premier déjeuner le lendemain matin. Sir John ne sera pas content de quitter Barton la semaine prochaine. Il est triste pour un chasseur de perdre un jour de plaisir. Pauvres âmes, je les plains toujours quand ça leur arrive. Ils semblent le prendre tellement à cœur. C'est vrai, s'écria Marianne d'une voix joyeuse, et en s'avançant jusqu'à la fenêtre, tout en parlant, pour examiner le temps qu'il faisait. Je n'avais pas pensé à cela. Ce temps-là va retenir beaucoup de chasseurs à la campagne. Ce fut un rappel heureux. Tout son entrain lui fut restitué grâce à lui. Il fait certes un temps charmant pour eux, reprit-elle, s'asseyant pour déjeuner, le visage heureux. Comme cela doit leur faire plaisir, mais avec un léger renouveau d'inquiétude. On ne peut pas s'attendre à ce que cela dure longtemps. À cette époque de l'année, et après une telle série de jours pluvieux, nous n'en aurons certainement plus que très peu. Les gelées viendront bientôt à demeure, et en toute probabilité, avec vigueur. D'ici un jour ou deux, peut-être. Cette douceur extrême ne peut guère durer plus longtemps. Voire, il se peut qu'il gèle ce soir. Quoi qu'il en soit, dit Elinor, désirant empêcher Mrs. Jennings de percer les pensées de sa sœur aussi nettement qu'elle le faisait elle-même. Je suppose que nous aurons Sir John et Lady Middleton à Londres dès la fin de la semaine prochaine. Oui, ma chérie, je vous le garantis. Marie en fait toujours à sa tête. Et maintenant, conjectura silencieusement Elinor, elle va écrire à Combe par la poste d'aujourd'hui.
Mais si elle le fit, la lettre fut écrite et expédiée dans un secret qui éluda toute sa vigilance à s'en assurer. Quelle que pût être la vérité de l'affaire, et quelque éloignée que fût Elinor d'en éprouver un contentement total, néanmoins, pendant qu'elle voyait Marianne pleine d'entrain, elle ne pouvait être elle-même fort inquiète. Et Marianne était effectivement pleine d'entrain, heureuse de la douceur du temps, et plus heureuse encore dans l'attente de la gelée. La matinée se passa principalement à déposer des cartes chez les connaissances de Mrs. Jennings pour leur apprendre qu'elle était à Londres. Et Marianne fut occupée tout le temps à observer la direction du vent, à surveiller les variations du ciel et à imaginer un changement dans l'air. « Tu ne trouves pas qu'il fait plus froid que ce matin, Elinor ? Il me semble y avoir une différence fort nette. C'est à peine si je peux conserver les mains chaudes, même dans mon manchon. Il n'en était pas ainsi hier, à ce qu'il me semble. Les nuages ont l'air de se dissiper aussi. Le soleil va paraître dans un instant et nous aurons un après-midi lumineux. » Elinor fut alternativement divertie et chagrinée. Mais Marianne persévéra et vit chaque soir, dans l'éclat du feu, et chaque matin, dans l'aspect de l'atmosphère, les symptômes certains des gelées qui s'approchaient. Les demoiselles d'Ashwood n'eurent pas plus de raison d'être mécontentes du train de vie et du cercle de relations de Mrs. Jennings que de sa conduite à leur égard, laquelle était invariablement bienveillante. Tout, dans les dispositions de son ménage, était ordonné avec la plus grande libéralité et, à part quelques vieux amis de la City, qu'au grand regret de Lady Middleton, elle n'avait jamais laissé tomber, elle ne fit visite à personne à qui une présentation pût, en quoi que ce fût, froisser les susceptibilités de ses jeunes compagnes. Contente de se trouver plus agréablement placée sous ce rapport qu'elle ne s'y était attendue, Elinor s'accommoda bien volontiers de l'absence de plaisir réel que lui procurait toute leur réunion du soir, et qui, que ce fût à la maison ou chez autrui, constituée exclusivement en vue des cartes, ne pouvait offrir que peu d'attrait pour l'amuser. Le colonel Brandon, qui avait ses entrées permanentes, fut presque tous les jours des leurs. Il venait afin de voir Marianne et de causer avec Elinor, qui trouvait souvent plus de satisfaction à converser avec lui qu'à tout autre événement quotidien, mais qui voyait aussi, avec beaucoup de préoccupation, l'intérêt qu'il continuait à témoigner à sa sœur. Elle craignait que cet intérêt n'allât en se renforçant. Elle fut attristée de voir avec quel sérieux il observait souvent Marianne, et il était certainement plus abattu que lorsqu'il avait séjourné à Barton. Environ une semaine après leur arrivée, il devint certain que Willoughby était arrivé, lui aussi. Sa carte était sur la table lorsqu'elles rentrèrent de leur promenade en voiture de la matinée. « Juste ciel !» s'écria Marianne. « Il est venu ici pendant que nous étions sortis !» Elinor, ravie d'être assurée de la présence de Willoughby à Londres, se hasarda alors à dire « Comzy, il reviendra demain !» Mais Marianne parut à peine l'entendre, et à l'entrée de Mrs. Jennings, elle s'échappa avec la précieuse carte. Cet événement, tout en ragaillardissant Elinor, rendit à sa sœur toute son agitation primitive, et même davantage. À partir de cet instant, son esprit ne fut jamais en repos. L'attente de voir Willoughby, à toute heure du jour, la rendit impropre à quoi que ce fût. Elle insista pour qu'on la laissât à la maison, le lendemain matin, quand les autres sortirent. Les pensées d'Elinor étaient pleines de ce qui pouvait se passer dans Berkeley Street pendant leur absence, mais un coup d'œil lancé à sa sœur lors de leur retour suffit à lui apprendre que Willoughby n'avait pas renouvelé sa visite. On apporta à l'instant même un billet qui fut posé sur la table. « Pour moi ?» s'écria Marianne, s'avançant avec précipitation. « Non, madame, pour ma maîtresse. » Mais Marianne, non convaincue, le prit aussitôt en main. « Il est, en effet, pour Mrs. Jennings. Comme c'est contrariant !»« Tu attendais donc une lettre ?» dit Elinor, incapable de garder plus longtemps le silence. « Oui, un peu. Pas beaucoup. » Après un bref silence.
Tu n'as pas confiance en moi, Marianne. »« Oh, Elinor, ce reproche venant de toi qui n'as confiance en personne. »« Moi ?» répliqua Elinor, non sans confusion. « En vérité, Marianne, je n'ai rien à raconter. »« Moi non plus, » répondit Marianne avec énergie. « Notre situation est donc pareille. Nous n'avons ni l'une ni l'autre rien à dire. Toi, parce que tu ne communiques rien, et moi, parce que je ne cache rien. » Elinor, peinée de cette accusation de réserve chez elle-même, qu'elle n'était pas libre de dissiper, ne savait comment, en des circonstances semblables, pousser Marianne à plus de franchise. Mrs. Jennings parut bientôt, et le billet lui ayant été remis, elle le lut à haute voix. Il était de Lady Middleton, annonçant leur arrivée à Conduit Street la veille au soir, et priant sa mère et ses cousines de passer la soirée du lendemain chez elle. Les affaires de Sir John et, quant à elle, un rhume violent, les empêchaient de passer ce jour-là à Berkeley Street. L'invitation fut acceptée. Mais quand s'approcha l'heure du rendez-vous, bien que la civilité commune à l'égard de Mrs. Jennings exigeât qu'elles l'accompagnassent toutes les deux dans une pareille visite, Elinor eut quelque difficulté à persuader sa sœur de s'y rendre, car elle n'avait toujours pas vu Willoughby et, partant, n'était pas moins disposée à s'amuser au dehors que peu désireuse de courir le risque de le laisser revenir en son absence. Elinor constata, quand la soirée fut terminée, que le tempérament n'est pas sensiblement modifié par un changement de résidence. Car, bien qu'il fût à peine installé à Londres, Sir John était parvenu à réunir autour de lui près de 20 jeunes gens et à les amuser au moyen d'un bal. C'était là une affaire qui n'avait cependant pas l'approbation de Lady Middleton. À la campagne, une sauterie improvisée était fort admissible, mais à Londres, où la réputation d'élégance était chose plus importante et moins facile à atteindre, c'était trop risqué, pour le plaisir de quelques jeunes filles, de répandre le bruit que Lady Middleton avait donné une petite sauterie de 8 ou 9 couples, avec 2 violons et une simple collation disposée sur le buffet. Monsieur et Madame Palmer étaient au nombre des invités. En ce qui concerne celui-là, qu'ils n'avaient pas encore vu depuis leur arrivée à Londres, car il avait soin d'éviter l'apparence de toute attention envers sa belle-mère, et, partant, ne s'approchait jamais d'elle, ils n'en reçurent aucun signe de reconnaissance lors de leur entrée. Il les regarda à peine, sans paraître savoir qui elles étaient, et se contenta d'adresser un signe de tête à Mrs. Jennings, de l'autre côté de la pièce. Marianne jeta un coup d'œil circulaire par le salon lorsqu'elle y entra. Il suffisait. Il n'était pas là. Et elle s'assit, aussi peu disposée à recevoir qu'à communiquer du plaisir. Après qu'ils eurent été réunis environ 1 heure, M. Palmer s'approcha négligemment des demoiselles d'Ashwood afin d'exprimer sa surprise de les voir à Londres, bien que le colonel Brandon eût été informé chez lui de leur arrivée, et qu'il eût dit lui-même quelque chose de fort cocasse en apprenant qu'elles devaient venir. « Je vous croyais toutes les deux dans le Devonshire, dit-il. « Vraiment, répondit Elinor. « Quand y retournez-vous ?»« Je n'en sais rien. » Et c'est ainsi que se termina leur entretien. Marianne n'avait, de sa vie, été aussi peu disposée à danser que ce soir-là, et cet exercice ne lui avait jamais causé tant de fatigue. Elle s'en plaignit lorsqu'elle retourna à Berkeley Street. « Oui, Da, dit Mrs. Jennings, nous connaissons fort bien la raison de tout ça. Si une certaine personne, que nous ne nommerons pas, avait été là, vous n'auriez pas été le moins du monde fatigué. Et, à dire vrai, ce n'a pas été bien joli de sa part de ne pas vous y rencontrer, alors qu'il était invité. »« Invité ?» s'écria Marianne. « C'est ce que m'a dit ma fille Middleton, car il paraît que Sir John l'a rencontré quelque part dans la rue ce matin. » Marianne ne dit plus rien, mais prit un air extrêmement blessé. Impatiente, dans cette situation, de faire quelque chose qui pût conduire au soulagement de sa sœur, Elinor résolut d'écrire le lendemain matin à sa mère, et espérait, en suscitant ses craintes au sujet de la santé de Marianne, provoquer ces interrogations qui avaient été trop longtemps retardées. Et elle fut encore plus ardemment poussée à ce projet en s'apercevant, après le premier déjeuner du lendemain, que Marianne écrivait de nouveau à Willoughby,
car elle ne pouvait supposer que ce fût à quelque autre personne. Vers le milieu de la journée, Mrs. Jennings sortit seule pour vaquer à ses affaires, et Elinor commença aussitôt sa lettre, cependant que Marianne, trop agitée pour s'occuper, trop inquiète pour causer, allait d'une fenêtre à l'autre, ou s'asseyait auprès du feu dans une méditation mélancolique. Elinor fut très pressante dans sa démarche auprès de sa mère, contant tout ce qui s'était passé, ses soupçons au sujet de l'inconstance de Willoughby, et la poussant, par tous les arguments du devoir et de l'affection, à exiger de Marianne un compte-rendu de sa situation véritable par rapport à lui. Sa lettre était à peine terminée qu'un coup frappé fut le précurseur d'un visiteur, et l'on annonça le colonel Brandon. Marianne, qui l'avait déjà aperçu par la fenêtre et qui détestait toute espèce de compagnie, quitta la pièce avant qu'il n'y entrât. Il avait l'air plus grave qu'à l'ordinaire, et, bien qu'il exprimât sa satisfaction à trouver Miss Dashwood seule, comme s'il avait quelque chose de personnel à lui dire, il resta assis quelque temps sans prononcer une parole. Elinor, persuadée qu'il avait à lui faire une communication au sujet de sa sœur, en attendit avec impatience le début. Ce n'était pas la première fois qu'elle éprouvait le même genre de conviction, car plus d'une fois déjà, commençant par la remarque « Votre sœur semble souffrante aujourd'hui » ou « Votre sœur a l'air abattue », il avait paru être sur le point soit de révéler, soit de demander quelque chose qui l'intéressait tout particulièrement. Après un arrêt de plusieurs minutes, leur silence fut rompu par lui. Il lui demanda, d'une voix qui trahissait quelque agitation, quand il devait la féliciter de l'acquisition d'un frère. Elinor ne s'attendait pas à une question pareille, et n'ayant pas de réponse prête, elle fut contrainte d'employer l'expédient simple et commun de lui demander ce qu'il entendait par là. Il essaya de sourire tandis qu'il répondait. « Les fiançailles de votre sœur avec M. Willoughby sont connues, d'une façon fort générale. »« Elles ne peuvent être connues d'une façon générale, repartit Elinor, car sa famille elle-même n'en sait rien. » Il parut surpris et dit « Je vous demande pardon. Je crains que mon interrogation n'ait été impertinente. Mais je n'avais pas pensé qu'il y eût une intention de secret, car ils s'écrivent ouvertement, et l'on parle universellement de leur mariage. »« Comment cela se peut-il ? Par qui avez-vous pu en entendre parler ? » ?»« Par bien des gens, par certains que vous ne connaissez absolument pas, par d'autres avec lesquels vous êtes fort intime. Mrs. Jennings, Mrs. Palmer et les Middleton. Mais enfin, j'aurais pu ne pas le croire, car là où l'esprit répugne peut-être un peu à se laisser convaincre, il trouvera toujours quelque chose pour étayer ses doutes. Si je n'avais pas, lorsque le domestique m'a introduit aujourd'hui, vu par hasard dans sa main une lettre adressée à M. Willoughby et de l'écriture de votre sœur, je suis venu m'informer, mais j'étais convaincu avant d'avoir posé la question. Tout est-il définitivement conclu ? Est-il possible de... Mais je n'ai aucun droit, et je ne pourrai avoir aucune chance de réussir. Excusez-moi, Miss Dashwood. Je crois que j'ai eu tort d'en dire aussi long. Mais je sais à peine que faire, et j'ai la plus grande confiance en votre prudence. Dites-moi que tout est décidé d'une façon absolue, que toute tentative... Bref, que la dissimulation, si la dissimulation est possible, est tout ce qui me reste. » Ces paroles, qui apportèrent à Elinor l'aveu direct de son amour pour Marianne, l'émurent considérablement. Elle fut incapable de dire immédiatement quoi que ce fût, et même quand elle eut recouvré ses esprits, elle se livra pendant quelques instants à un débat intérieur au sujet de la réponse la plus convenable à faire. Elle connaissait si peu l'état de choses réelles existant entre Willoughby et sa sœur, qu'elle pouvait tout aussi bien, en essayant de l'expliquer, en dire trop que trop peu. Pourtant, comme elle était convaincue que l'affection de Marianne pour Willoughby ne pouvait laisser aucun espoir de succès pour le colonel Brandon, quelle que pût être la suite de cette affection, et comme elle désirait en même temps couvrir sa conduite à l'encontre de tout blâme, elle estima plus prudent et plus amical,
après quelques réflexions, d'en dire plus qu'elle n'en savait ou croyait en réalité. Elle avoua, donc, que bien qu'elle n'eût jamais été mise au courant par les intéressés de l'état de leur situation mutuelle, elle n'avait aucun doute quant à leur affection réciproque, et qu'elle n'était pas étonnée d'apprendre qu'ils échangeassent des lettres. Il l'écouta avec une attention silencieuse, et lorsqu'elle se tut, il se leva immédiatement et, après avoir dit, d'une voix chargée d'émotion, « Je souhaite à votre sœur tout le bonheur imaginable, et à Willoughby qu'il s'efforce de la mériter. » Il prit congé et s'en alla. Elinor ne tira de cette conversation aucun sentiment réconfortant qui diminuât l'inquiétude de son esprit sur d'autres points. Elle resta, au contraire, avec l'impression mélancolique du malheur du colonel Brandon, et fut empêchée même de la voir dissipée par son anxiété au sujet de l'événement même qui devait le confirmer. Chapitre 28. Il ne se produisit rien, au cours des 3 ou 4 jours qui suivirent, pour faire regretter à Elinor ce qu'elle avait fait en s'adressant à sa mère. Car Willoughby ne se présenta ni n'écrivit. Elle devait, vers la fin de cette période, assister à une réception chez Lady Middleton, réception dont Mrs. Jennings était tenue éloignée par l'indisposition de sa fille cadette. Et Marianne se prépara à cette réception dans un état d'abattement total, insouciante de son aspect et apparemment indifférente sur le point de s'y rendre ou non, sans le moindre air d'espoir ni une seule expression de plaisir. Elle resta au coin du feu, dans le salon, après le thé, jusqu'au moment de l'arrivée de Lady Middleton, sans bouger une seule fois de son siège ni changer d'attitude, perdue dans ses propres pensées et insensible à la présence de sa sœur. Et lorsque, enfin, on leur dit que Lady Middleton les attendait à la porte, elle tressaillit comme si elle avait oublié qu'on attendit quelqu'un. Elles arrivèrent en temps voulu à leur destination, et, dès que le permit la file de voitures qui les précédait, descendirent, gravirent l'escalier, entendirent annoncer leur nom d'un palier à un autre d'une voix perceptible, et pénétrèrent dans une salle splendidement illuminée, toute pleine de monde, et où il faisait intolérablement chaud. Lorsqu'elles eurent payé leur tribut de politesse en faisant une révérence devant la maîtresse de maison, on leur permit de se mêler à la foule et de prendre leur part de chaleur et d'incommodité auxquelles leur arrivée devait nécessairement ajouter un surcroît. Après quelque temps passé à dire peu de choses et à en faire encore moins, Lady Middleton s'installa pour faire une partie de Cassino, et comme Marianne ne se sentait pas en humeur de se remuer, Elinor et elle, réussissant heureusement à trouver des chaises, s'assirent non loin de la table. Elle n'était pas restée longtemps ainsi, lorsqu'Elinor aperçut Willoughby, debout à quelques pas d'elle, en conversation sérieuse avec une grande femme à l'aspect fort mondain. Elle ne tarda pas à croiser son regard, et il s'inclina aussitôt, mais sans tenter de lui parler, ni de s'approcher de Marianne, bien qu'il ne pût pas ne pas la voir. Puis il reprit son entretien avec la même dame. Elinor se tourna involontairement vers Marianne, pour voir si l'incident avait pu être inaperçu d'elle. C'est à ce moment seulement qu'elle l'aperçut, et, tout son visage luisant d'un ravissement soudain, elle se serait dirigée vers lui à l'instant si sa sœur ne l'avait retenue par le bras. « Grand Dieu !» s'écria-t-elle. « Il est là ! Il est là ! Oh, pourquoi ne me regarde-t-il pas ? Pourquoi ne puis-je lui parler ?»« Je t'en prie, calme-toi !» fit Elinor. « Et ne trahis pas devant tous ceux qui sont ici ce que tu éprouves. Peut-être ne t'a-t-il pas encore aperçu. » Mais c'était là plus qu'elle n'en pouvait croire elle-même, et être calme en un tel moment, c'était non seulement au-delà des possibilités de Marianne, mais c'était au-delà de ses désirs. Elle resta assise, tourmentée d'une impatience qui affectait chacun de ses traits. Enfin, il se retourna de nouveau et les regarda toutes deux.
Elle se leva d'un bond et, prononçant son nom d'un ton affectueux, lui tendit la main. Il s'approcha et, s'adressant plutôt à Elinor qu'à Marianne, comme s'il eût désiré éviter son regard et eût été résolu à ne pas remarquer son attitude, s'enquit à la hâte de la santé de Mrs. Dashwood et demanda depuis quand elles étaient à Londres. Elinor fut privée de toute présence d'esprit par un tel abord et fut incapable de dire un mot. Mais les sentiments de sa sœur s'exprimèrent à l'instant. Son visage s'empourpra totalement et elle s'écria, d'une voix chargée de la plus vive émotion. « Juste ciel, Willoughby! Qu'est-ce que cela signifie? Vous n'avez pas reçu mes lettres? Vous ne voulez pas me serrer la main ?» Il ne put l'éviter, alors, mais le contact de Marianne lui parut douloureux et il ne tint sa main que l'espace d'un instant. Pendant tout ce temps, il luttait manifestement pour recouvrer sa maîtrise de soi. Elinor observa son visage et vit son expression qui devenait plus sereine. Au bout d'un instant de silence, il parla avec calme. « J'ai eu l'honneur de me présenter dans Berkeley Street mardi dernier, et j'ai vivement regretté de n'avoir pas eu la chance de vous rencontrer, ainsi que Mrs. Jennings. Ma carte n'a pas été perdue, je l'espère. »« Mais vous n'avez pas reçu mes billets ?» s'écria Marianne, en proie à l'inquiétude la plus folle. « Il y a là quelque erreur, j'en suis sûre, quelque erreur épouvantable. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Dites-moi, Willoughby, pour l'amour du ciel, dites-moi ce qu'il y a. » Il ne fit pas de réponse. Son teint se modifia, et tout son embarras lui revint. Mais, comme si, croisant le regard de la jeune dame avec qui il s'était entretenu précédemment, il avait senti la nécessité d'un effort immédiat, et après avoir dit « Oui, j'ai eu le plaisir de recevoir la nouvelle de votre arrivée à Londres, que vous avez eu la bonté de m'envoyer. » Il se détourna précipitamment en s'inclinant légèrement et rejoignit son amie. Marianne, prise à présent d'une pâleur affreuse et incapable de se tenir debout, se laissa tomber sur sa chaise, et Elinor, s'attendant d'un instant à l'autre à la voir défaillir, essaya de la dissimuler à la vue d'autrui, tout en la ranimant avec de l'eau de lavande. « Va le trouver, Elinor !» s'écria-t-elle, dès qu'elle put parler, « et force-le à revenir auprès de moi. Dis-lui qu'il faut que je le revoie, qu'il faut que je lui parle à l'instant. Je ne puis goûter de repos, je n'aurai pas un instant de tranquillité tant que tout cela ne sera expliqué. Quelque épouvantable malentendu! Oh, va le trouver à l'instant. » « Comment cela peut-il se faire? Non, ma chère Marianne, il faut que tu attendes. Ce n'est pas ici le lieu qui convient aux explications. Attends simplement jusqu'à demain. » Mais ce ne fut qu'avec difficulté qu'elle l'empêcha de le suivre elle-même. Quant à la persuader de réfréner son agitation, d'attendre avec l'apparence tout au moins du calme, qu'elle pût lui parler d'une façon plus privée et plus efficace, c'était impossible, car Marianne continua sans arrêt à donner expression, à mi-voix, à la douleur de ses sentiments, en poussant des exclamations de détresse. Peu de temps après, Elinor vit Willoughby qui quittait la salle par la porte donnant vers l'escalier et, disant à Marianne qu'il était parti, elle fit valoir l'impossibilité de lui parler encore ce soir-là comme argument nouveau pour qu'elle se tînt calme. Elle demanda immédiatement à sa sœur de supplier Lady Middleton de les ramener à la maison, car elle était trop malheureuse pour rester 1 minute de plus. Lady Middleton, bien qu'elle fût au beau milieu d'un robre, ayant été avisée que Marianne était souffrante, était trop polie pour s'opposer un seul instant à son désir de partir. Et après qu'elle eut remis ses cartes à une amie, elles partirent aussitôt qu'il fut possible de trouver la voiture. C'est à peine si une parole fut prononcée au cours de leur trajet de retour à Berkeley Street. Marianne était dans une angoisse silencieuse, trop oppressée même pour les larmes. Mais comme Mrs. Jennings, heureusement, n'était pas rentrée, elles purent se rendre tout droit dans leur chambre, où l'ammoniaque la fit un peu revenir à elle. Elle fut bientôt déshabillée et dans son lit, et comme elle semblait désireuse d'être seule, sa sœur la quitta alors
et, pendant qu'elle attendait le retour de Mrs. Jennings, eut tout le loisir de méditer sur le passé. Qu'il y eût eu quelque genre de promesse de mariage entre Willoughby et Marianne, elle n'en pouvait pas douter. Et il semblait également évident que Willoughby en fût là, car quelle que fût encore l'ardeur de Marianne à entretenir ses propres désirs, Elinor ne pouvait attribuer une semblable conduite à une erreur ou à un malentendu quelconque. Elle ne pouvait s'expliquer que par une modification radicale des sentiments. Son indignation eût encore été plus violente qu'elle ne l'était si elle n'avait été témoin de cet embarras qui avait semblé dénoter chez lui la conscience de sa propre inconduite, et qui empêchait Elinor de le croire suffisamment dévergondé pour avoir, dès l'abord, joué avec les affections de sa sœur sans aucun dessein qui supportât l'examen. L'absence pouvait avoir affaibli son inclination, et l'intérêt pouvait l'avoir déterminée à la surmonter. Mais elle ne pouvait se résoudre à douter qu'il eût existé naguère une telle inclination. Quant à Marianne, elle ne pouvait réfléchir sans la plus profonde inquiétude au coup douloureux que devait déjà lui avoir donné une telle rencontre, et à ceux encore plus cruels qui pouvaient l'attendre dans sa conséquence probable. Sa propre situation y gagnait en comparaison, car aussi longtemps qu'il lui était possible d'estimer Édouard autant que jamais, quel que fût le degré de séparation que leur infligea l'avenir, son esprit garderait toujours un soutien. Mais toutes les circonstances susceptibles d'aggraver un tel mal semblaient se réunir pour rehausser la détresse de Marianne, jusque dans une séparation définitive d'avec Willoughby, une rupture immédiate et irrémédiable avec lui. Chapitre 29. Avant que la servante leur eût allumé le feu le lendemain, ou que le soleil eût gagné quelque empire sur une sombre et froide matinée de janvier, Marianne, à demi vêtue seulement, était agenouillée devant l'une des banquettes des fenêtres afin de profiter du peu de lumière qu'elle y pouvait obtenir, et écrivait aussi vite que le lui permettait un flot continu de larmes. C'est en cette situation qu'Elinor, réveillée par son agitation et ses sanglots, l'aperçut tout d'abord. Et, après l'avoir observé quelques instants avec une inquiétude silencieuse, dit, d'un ton chargé de la douceur la plus indulgente: « Marianne, puis-je te demander ?»« Non, Elinor, répondit-elle, ne demande rien. Bientôt, tu sauras tout. » Le calme un peu désespéré dont cela fut dit ne dura que le temps qu'il lui fallut pour le dire, et fut suivi aussitôt par un retour du même chagrin excessif. Il lui fallut plusieurs minutes avant de pouvoir continuer sa lettre, et les fréquents éclats de douleur qui l'obligèrent encore, par moments, à retenir sa plume, prouvaient assez qu'elle se disait qu'en toute probabilité, elle écrivait pour la dernière fois à Willoughby. Elinor lui donna tous les soins tranquilles et discrets qu'il était en son pouvoir de donner, et elle aurait essayé de l'apaiser et de la calmer encore davantage si Marianne ne l'eût suppliée, avec toute l'ardeur d'une irritabilité nerveuse, de ne lui parler pour rien au monde. En des circonstances pareilles, il était préférable pour l'une et l'autre qu'elles ne restassent pas longtemps ensemble, et l'état agité de l'esprit de Marianne l'empêcha non seulement de demeurer dans la chambre un seul instant après qu'elle fût habillée, mais, exigeant à la fois la solitude et un changement de lieu, l'obligea à errer par la maison jusqu'à l'heure du déjeuner, en évitant de voir qui que ce fût. Au premier déjeuner, elle ne mangea ni ne tenta de manger rien, et l'activité d'Elinor fut alors employée en totalité, non pas à la presser, ni à la plaindre, ni à avoir l'air de l'observer, mais à s'efforcer d'accaparer pour elle-même toute l'attention de Mrs. Jennings. Comme c'était là un repas agréable à Mrs. Jennings, il durait assez longtemps, et elles étaient juste en train de s'installer, quand il fut terminé, autour de la table à ouvrage commune, lorsqu'une lettre fut remise à Marianne. Elle la saisit précipitamment des mains du domestique, et, prise d'une pâleur mortelle, sortit aussitôt de la pièce en courant. Elinor, qui vit ainsi aussi nettement que si elle avait vu la suscription, que la lettre devait provenir de Willoughby,
ressentit à l'instant une telle faiblesse au cœur qu'elle fut presque incapable de tenir la tête levée, et demeura là, prise d'un tremblement général tel qu'elle craignit qu'il ne pût échapper à l'attention de Mrs. Jennings. Cette excellente dame, toutefois, perçut seulement que Marianne avait reçu une lettre de Willoughby, ce qui lui semblait être une fort bonne plaisanterie, et qu'elle traita en conséquence, en exprimant, tout en riant, l'espoir qu'elle la trouverait à son goût. Quant à la détresse d'Elinor, elle était trop activement occupée à mesurer des longueurs de lainage pour sa couverture, pour la remarquer en quoi que ce fût. Et, continuant avec calme son entretien, dès que Marianne eut disparu, elle dit « Ma parole, je n'ai, de ma vie, vu une jeune femme si désespérément éprise. Mes filles, ce n'était rien comparé à elle, et Dieu sait pourtant si elles étaient sottes. Mais pour ce qui est de Miss Marianne, elle est complètement changée. Et j'espère, du fond du cœur, qu'il ne la fera plus attendre longtemps, car il est bien pénible de lui voir un air aussi malade et désolé. Dites-moi, quand doivent-ils se marier ?» Elinor, bien qu'elle n'eût jamais été moins disposée à parler qu'à cet instant, se força à répondre à une telle attaque. C'est pourquoi, essayant de sourire, elle répondit. « Vous vous êtes donc réellement persuadée, madame, à force d'en parler, que ma sœur était fiancée à monsieur Willoughby ? Je croyais que ce n'avait été qu'une plaisanterie, mais une question aussi sérieuse semble en impliquer davantage, et je vous prie, en conséquence, de vouloir bien ne plus vous y méprendre. Je vous assure, vraiment, que rien ne m'étonnerait plus que d'apprendre qu'ils dussent se marier. »« Fi donc, Miss Dashwood, comment pouvez-vous parler ainsi ? Ne savons-nous pas tous qu'il faut que ce soit un mariage, qu'ils ont été éperdument amoureux l'un de l'autre dès le premier instant où ils se sont vus ? Ne les ai-je pas vus, ensemble, dans le Devonshire, tous les jours et toute la journée ? Et ne savais-je pas que votre sœur est venue à Londres avec moi, tout exprès pour acheter des toilettes de mariée ? Voyons, vous ne m'en ferez pas à croire. Parce que vous-même, vous en faites un tel secret, vous croyez que personne n'a ces 5 sens ? Mais il n'en est rien, je vous l'affirme. Car voilà bien longtemps que la chose est sue par toute la ville. Moi, j'en parle à tout le monde, et Charlotte de même. »« En vérité, madame, dit Elinor avec beaucoup de gravité, vous vous trompez. Certes, vous faites une chose fort discourtoise en répandant ce bruit, et vous le constaterez, bien que vous ne me croyiez pas en ce moment. » Mrs. Jennings se mit de nouveau à rire, mais Elinor n'eut pas le courage d'en dire davantage, et, comme il lui tardait du moins de savoir ce qu'avait écrit Willoughby, elle courut à leur chambre, où, dès qu'elle eut ouvert la porte, elle vit Marianne étendue sur le lit, étouffant presque de douleur, une lettre à la main, et 2 ou 3 autres éparpillées autour d'elle. Elinor s'approcha, mais sans dire un mot, et, s'asseyant sur le lit, elle lui prit la main, l'embrassa plusieurs fois affectueusement, puis se laissa aller à un accès de larmes qui, au début, fut à peine moins violent que celui de Marianne. Celle-ci, quoiqu'elle fût incapable de parler, parut sensible à toute la tendresse de cette attitude, et après quelque temps passé ainsi en affliction conjointe, elle mit toutes les lettres dans les mains d'Elinor. Puis, se couvrant le visage de son mouchoir, elle se mit presque à hurler de douleur. Elinor, qui savait qu'un tel chagrin, quelque affreux qu'il fût à voir, devait suivre son cours, veilla sur elle jusqu'à ce que cet excès de souffrance se fût quelque peu dépensé, et, se tournant alors avec avidité vers la lettre de Willoughby, lut ce qui suit. Bond Street, janvier. Chère Madame, je viens d'avoir l'honneur de recevoir votre lettre, dont je me permets de vous remercier sincèrement. Je regrette vivement d'apprendre qu'il y a eu, dans mon attitude d'hier soir, quelque chose qui n'a pas emporté votre approbation. Et bien que je sois totalement incapable de découvrir en quoi j'ai pu avoir le malheur de vous offenser, j'implore votre pardon pour ce qui, je vous en donne l'assurance, a été parfaitement inintentionnel.
Je ne songerai jamais à mes relations d'antan avec votre famille dans le Devonshire sans le plaisir le plus reconnaissant. Et je me flatte qu'il ne sera jamais rompu par quelque erreur ou malentendu quant à mes actes. Mon estime pour toute votre famille est fort sincère. Mais si j'ai eu le malheur de donner lieu à l'idée de quelque chose qui dépasse ce que j'ai ressenti, ou que j'ai eu l'intention d'exprimer, je me reprocherai de n'avoir pas été plus réservé dans mes professions de cette estime. Que j'ai pu en vouloir dire davantage, vous avouerez que cela est impossible, lorsque vous saurez que mes affections sont depuis longtemps retenues ailleurs, et je crois qu'il ne s'écoulera pas beaucoup de semaines avant que cet engagement ne soit un fait accompli. C'est avec un profond regret que j'obéis à votre injonction de vous restituer les lettres dont vous m'avez honoré, ainsi que la mèche de cheveux que vous m'avez si aimablement offerte. Je suis, chère madame, votre humble serviteur le plus obéissant, John Willoughby. On imagine sans peine avec quelle indignation une telle lettre dut être lue par Miss Dashwood. Bien qu'elle sût, avant de la commencer, qu'elle devait apporter un aveu de l'inconstance de Willoughby et confirmer leur séparation à tout jamais, elle n'avait pas prévu qu'on pût tolérer des termes pareils pour l'annoncer. Elle n'eût pas, non plus, pu supposer Willoughby capable de se départir de l'apparence de tout sentiment honorable et délicat, de s'éloigner du décorum habituel d'un gentleman, au point d'envoyer une lettre d'une cruauté aussi impudente. Une lettre qui, au lieu d'apporter, avec son désir de reprendre sa liberté, quelque profession de regret, ne reconnaissait aucune rupture de foi et niait absolument toute affection particulière. Une lettre dont chacune des lignes était une insulte et qui proclamait que son auteur était profondément endurci dans la scélératesse. Elle s'y arrêta quelque temps avec un étonnement indigné, puis la relut à plusieurs reprises. Mais chaque lecture ne servit qu'à accroître son aversion horrifiée à l'égard de cet homme, et ses sentiments étaient tellement chargés de rancœur contre lui qu'elle n'osait pas se hasarder à parler de peur de blesser encore davantage Marianne, en traitant la rupture de leur promesse, non pas comme la perte, pour elle, de quelque bien possible, mais comme une évasion hors du pire et du plus irrémédiable des maux, de l'union pour toute sa vie avec un homme dénué de principes, comme la délivrance la plus réelle, comme le plus important des bienfaits. Dans ses graves méditations sur le contenu de la lettre, sur la dépravation de l'esprit qui pouvait la dicter et, probablement, sur l'esprit fort différent d'une autre personne toute différente, qui n'avait absolument d'autre rapport avec cette affaire que celui que le cœur d'Elinor lui accordait avec tout ce qui se passait, elle oublia la détresse immédiate de sa sœur, elle oublia qu'elle avait sur ses genoux 3 lettres non encore lues, et elle oublia si complètement depuis combien de temps elle avait été dans la chambre, que lorsque, entendant une voiture s'arrêter devant la porte, elle alla à la fenêtre pour voir qui pouvait venir à une heure aussi déraisonnablement matinale, elle fut tout étonnée d'apercevoir la calèche de Mrs. Jennings, qui, elle le savait, n'avait été commandée que pour 1 heure. Résolue à ne pas quitter Marianne, bien qu'elle fût sans espoir de contribuer pour le moment à la tranquilliser, elle courut bien vite s'excuser de ne pas accompagner Mrs. Jennings en raison de l'indisposition de sa sœur. Mrs. Jennings, pleine d'un souci foncièrement bienveillant pour ce qui en était la cause, admit promptement cette excuse, et Elinor, après s'être assurée qu'elle était partie sans encombre, retourna auprès de Marianne, qu'elle trouva essayant de se lever du lit et qu'elle rejoignit juste à temps pour l'empêcher de tomber par terre, prise de faiblesse et d'étourdissement consécutifs à une longue privation de repos et de nourriture convenable. Car, depuis bien des jours, elle n'avait pas eu d'appétit, et depuis bien des jours, elle n'avait pas véritablement dormi. Et, maintenant que son esprit n'était plus soutenu par la fièvre de l'incertitude, la conséquence de cet état de choses se faisait sentir sous forme de maux de tête, de faiblesse d'estomac et d'un abattement nerveux général. Un verre de vin qu'Elinor se procura tout de suite pour elle la réconforta un peu, et elle put enfin exprimer dans une certaine mesure qu'elle était sensible à sa bonté, en disant « Pauvre Elinor !»
comme je te rends malheureuse. » « Je voudrais seulement, répondit sa sœur, qu'il y eût quelque chose que je puisse faire pour te réconforter. » Ces paroles, comme l'eussent été n'importe quelles autres, en furent trop pour Marianne, qui ne put que s'écrier dans l'angoisse de son cœur. « Oh, Elinor, comme je suis malheureuse !» avant que sa voix ne se perdît entièrement dans les sanglots. Elinor ne fut plus capable d'être le témoin silencieux de ce torrent de douleur sans résistance. « Ressaisis-toi, chère Marianne, s'écria-t-elle. Si tu ne veux pas te tuer et tuer tous ceux qui t'aiment, pense à ta mère, pense à sa détresse, pendant que tu souffres, toi. Pour elle, il faut que tu te ressaisisses. »« Je ne peux pas, s'écria Marianne. « Laisse-moi, si je te fais de la peine. Laisse-moi, aime-moi, oublie-moi, mais ne me torture pas ainsi. Oh, comme il est facile à ceux qui n'ont pas de chagrin pour leur compte de parler de se ressaisir. Heureuse, heureuse, Elinor, toi, tu ne peux te faire une idée de ce que je souffre. »« C'est moi que tu appelles heureuse, Marianne ? Ah, si tu savais. Et tu peux donc me croire heureuse quand je te vois si lamentable ? Pardonne-moi, jetant les bras autour du cou de sa sœur. Je sais que tu te mets à ma place. Je sais quel cœur tu as, et pourtant tu dois être heureuse. Édouard t'aime. Qu'est-ce donc qui peut détruire un tel bonheur ? Bien des circonstances, dit gravement Elinor. Non, s'écria farouchement Marianne. Il t'aime et n'aime que toi. Tu ne peux pas avoir de chagrin. Je ne puis avoir de plaisir pendant que je te vois dans cet état. Et tu ne me verras jamais autrement. Ma détresse est de celle que rien ne peut dissiper. Il ne faut pas parler ainsi, Marianne. N'as-tu pas de consolation, pas d'amis ? Ta perte est-elle telle qu'elle ne laisse aucune possibilité de consolation ? Quelque violente que soit ta douleur actuelle, songe à ce que tu aurais souffert si la découverte de son caractère avait été remise à plus tard, si tes fiançailles s'étaient prolongées pendant des mois et des mois, comme elles auraient pu l'être avant qu'il ne lui eût plu d'y mettre fin. Chaque jour supplémentaire de confiance heureuse de ta part aurait rendu le coup plus épouvantable. « Mes fiançailles !» s'écria Marianne. « Il n'y a pas eu de fiançailles !»« Pas de fiançailles ? » ?»« Non, il n'est pas aussi indigne que tu le crois. Il n'a pas rompu sa foi avec moi. »« Mais il t'a dit qu'il t'aimait ? » ?»« Oui, non, jamais d'une façon absolue. C'était sous-entendu, chaque jour, mais cela n'a jamais été explicitement déclaré. Parfois, j'ai cru que cela avait été. Mais cela ne s'est jamais fait. Pourtant, tu lui as écrit. Oui, cela pouvait-il être répréhensible après tout ce qui s'était passé ? Mais je suis incapable de parler. » Elinor ne dit plus rien, et, revenant aux 3 lettres, qui suscitèrent à présent une curiosité bien plus forte que précédemment, elle les parcourut rapidement toutes. La première, qui était celle que sa sœur avait envoyée à Willoughby lors de leur arrivée à Londres, était ainsi conçue. Berkeley Street, janvier. Comme vous serez surpris, Willoughby, de recevoir ceci, et je crois que vous éprouverez quelque chose de plus que de la surprise quand vous saurez que je suis à Londres. L'occasion d'y venir, bien que ce fût avec Mrs. Jennings, a été une tentation à laquelle nous n'avons pas pu résister. J'espère que vous recevrez ce mot à temps pour venir ici ce soir, mais je ne veux pas y compter. En tout cas, je vous attendrai demain. Pour le moment, adieu. N.D. Son second billet, écrit le matin, qui avait suivi la sauterie chez les Middleton, était libellé ainsi. Je ne puis exprimer combien j'ai été déçue de vous avoir manqué avant-hier, ni à quel point j'ai été étonnée de n'avoir pas reçu de réponse à un billet que je vous ai adressé il y a plus d'1 semaine. Je m'attendais à avoir de vos nouvelles, et encore davantage à vous voir, chaque heure du jour. Je vous en prie, revenez nous voir le plus tôt possible,
et expliquez-moi la raison de mon attente vaine. Vous feriez bien de venir plus tôt une autre fois, parce que nous sommes généralement sortis dès 1h. Nous sommes allés hier soir chez Lady Middleton, où il y a eu une sauterie. On m'a dit que vous étiez invité. Mais cela se peut-il ? Il faut que vous ayez bien changé depuis notre séparation, s'il se peut qu'il en soit ainsi, et que vous ne soyez pas venu. Mais je ne veux pas supposer que cela soit possible, et j'espère recevoir très prochainement votre assurance personnelle qu'il en est autrement. M.D. Le contenu du dernier billet qu'elle lui avait adressé était le suivant. « Que faut-il que je m'imagine, Willoughby, d'après votre attitude d'hier soir ? Encore une fois, j'en exige une explication. J'étais préparée à vous voir avec le plaisir que produisait naturellement notre séparation, avec la familiarité que notre intimité à Barton me paraissait justifier. J'ai été repoussée, en vérité. J'ai passé une nuit misérable à essayer d'excuser une attitude qu'on ne peut guère qualifier de rien de moins qu'insultante. Mais bien que je n'ai pas encore pu concevoir une excuse raisonnable à votre conduite, je suis parfaitement prête à entendre la justification que vous en donnerez. Vous avez peut-être été renseigné à tort, ou trompé à dessein sur quelque chose qui me touche et qui peut m'avoir rabaissé dans votre opinion. Dites-moi ce qu'il en est, expliquez les motifs qui vous ont fait agir, et je serai satisfaite de pouvoir vous satisfaire. Cela me peinerait, certes, d'être obligée de penser du mal de vous, mais s'il faut que cela soit, s'il me faut apprendre que vous n'êtes pas tout ce que nous avons cru jusqu'ici, que vos sentiments à l'égard de nous tous manquaient de sincérité, que votre conduite envers moi avait simplement le dessein de me tromper, que cela soit dit le plus tôt possible. Mes sentiments sont, pour le moment, dans un état d'indécision affreuse. Je désire vous acquitter, mais la certitude, d'un côté ou de l'autre, sera douce en comparaison de ce que je souffre maintenant. Si vos sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient, vous voudrez bien me restituer mes billets, ainsi que la mèche de cheveux qui est en votre possession. M.D. Que de pareilles lettres, si pleines d'affection et de confiance, eussent pu recevoir une telle réponse, Elinor, par égard pour Willoughby, eût répugné à le croire. Mais la condamnation qu'elle prononça contre lui ne lui fit pas fermer les yeux sur ce qu'il y avait eu d'incorrect à ce qu'elles eussent jamais été écrites. Et elle se désolait silencieusement sur l'imprudente qui avait osé donner de telles preuves spontanées de tendresse, non justifiées par tout ce qui les avait précédées et condamnées de la façon la plus cruelle par les événements, lorsque Marianne, s'apercevant qu'elle avait terminé sa lecture des lettres, lui dit qu'elle ne renfermait rien, que n'eût écrit n'importe qui dans la même situation. « Je me sentais, ajouta-t-elle, aussi solidement engagée envers lui que si l'accord juridique le plus strict nous avait liés l'un à l'autre. »« Je le crois volontiers, » dit Elinor, « mais malheureusement, il ne l'a pas senti de même. »« Mais si, il l'a senti, Elinor, il l'a senti pendant des semaines et des semaines, je le sais. Quelle que soit la cause du changement survenu à présent chez lui, et seuls les artifices les plus noirs employés contre moi ont pu l'accomplir. Je lui ai été naguère aussi chère que ma propre âme le pouvait désirer. Cette mèche de cheveux qu'il peut maintenant rendre avec tant d'empressement, il me l'a demandée avec les supplications les plus instantes. Si tu avais vu son air, ses façons, si tu avais entendu sa voix à ce moment, as-tu oublié la dernière soirée que nous avons passée ensemble à Barton, et le matin où nous nous sommes séparés, lorsqu'il m'a dit qu'il se passerait peut-être bien des semaines avant que nous ne nous puissions nous revoir. Sa détresse, pourrais-je jamais oublier sa détresse ? Pendant un instant ou deux, elle fut incapable de dire un mot de plus. Mais quand cet émoi se fut dissipé, elle ajouta d'un ton plus ferme. « Elinor, j'ai été cruellement traitée, mais pas par Willoughby. »« Ma chère Marianne, par qui donc, si ce n'est par lui ? Qui a pu être son instigateur ? » ?»« Le monde entier, plutôt que son propre cœur. Je pourrais plutôt croire tous les êtres de ma connaissance ligués ensemble pour me ruiner dans son opinion,
Que croire sa nature capable d'une telle cruauté? Cette femme dont il parle dans sa lettre, quelle qu'elle soit, ou, bref, n'importe qui, sauf toi qui m'es si cher avec maman et Edward, peut avoir été assez barbare pour me donner un démenti. En dehors de vous trois, y a-t-il un être au monde que je ne soupçonnerais pas de mauvais dessein, plutôt que Willoughby, dont je connais si bien le cœur? Elinor ne voulut pas discuter, et se contenta de répondre. Quels que soient ceux qui ont été si odieusement tes ennemis, qu'ils soient frustrés de leur triomphe malveillant, ma chère sœur, en voyant avec quelle noblesse la conscience de ta propre innocence et de tes bonnes intentions soutient ton courage. C'est un orgueil raisonnable et louable qui résiste à une telle malveillance. Non, non, s'écria Marianne, une détresse comme la mienne n'a pas d'orgueil. Peu m'importe qui pourra savoir que je suis malheureuse. Le triomphe de me voir en un tel état pourra être ouvert au monde entier. Elinor, ceux qui souffrent peu peuvent être aussi orgueilleux et aussi indépendants qu'il leur plaît. Ils peuvent résister à l'insulte ou riposter à la mortification. Mais moi, j'en suis incapable. Il faut que je sente, il faut que je sois malheureuse, et ils ont toute liberté d'en savourer la conscience, ceux qui le peuvent. Mais par égard pour ma mère et pour moi, j'en ferai plus que pour moi-même. Mais paraître heureuse alors que je suis si meurtrie? Ah, qui pourrait l'exiger? De nouveau, elles restèrent toutes deux silencieuses. Elinor était occupée à marcher pensivement du feu jusqu'à la fenêtre, de la fenêtre jusqu'au feu, sans savoir qu'elle recevait de la chaleur de l'un ou discernait des objets à travers l'autre. Et Marianne, assise au pied du lit, la tête appuyée contre l'une de ses colonnes, reprit la lettre de Willoughby et, après avoir frémi à chacune de ses phrases, s'écria « C'en est trop! Oh, Willoughby, Willoughby! Se peut-il que vous ayez écrit cela? Cruel, cruel! Rien ne saurait vous acquitter. Elinor, rien ne le peut. Quoi qu'il ait pu apprendre à mon détriment, n'aurait-il pas dû réserver son jugement avant d'y prêter foi? N'aurait-il pas dû m'en parler, m'avoir mise à même de me blanchir? La mèche de cheveux, répétant les mots de la lettre, que vous m'avez si aimablement offerte. Cela, c'est impardonnable. Willoughby, où était votre cœur quand vous avez écrit ces mots-là? Oh, insolemment barbare! Elinor, peut-il être justifié? Non, Marianne, c'est absolument impossible. Et pourtant, cette femme, qui sait ce qu'a pu être son cœur? Depuis quand cela a pu être prémédité, et avec quelle longue patience ourdie par elle? Qu'est-elle? Qui peut-elle être? De qui l'ai-je jamais entendu parler comme étant jeune et séduisante parmi ses connaissances féminines? Ah, de personne. Il ne me parlait que de moi. Une autre pause s'ensuivit. Marianne était fortement agitée et l'entretien se termina ainsi. Elinor, il faut que je rentre à la maison. Il faut que j'aille réconforter maman. Nous ne pouvons pas partir demain. Demain, Marianne. Oui, pourquoi resterais-je ici? Je ne suis venue que pour Willoughby. Et maintenant, qui se soucie de moi? Qui a de l'estime pour moi? Il serait impossible de partir demain. Nous devons à Mrs. Jennings beaucoup plus que de la civilité. Et la civilité la plus commune doit empêcher un départ aussi précipité que celui-là. Eh bien alors, encore un jour ou deux, peut-être. Mais je ne peux pas rester ici longtemps. Je ne peux pas rester pour subir les interrogations et les observations de tous ces gens-là, les Middleton et les Palmer. Comment pourrais-je endurer leur pitié? La pitié d'une femme comme Lady Middleton. Ah, que dirait-il, lui, de cela? Elinor lui conseilla de s'étendre à nouveau, ce qu'elle fit un instant. Mais aucune attitude ne pouvait lui donner de l'aise, et, dans une douloureuse agitation de l'esprit et du corps, elle passait d'une posture à une autre, jusqu'à ce que, devenant de plus en plus hystérique, elle put à grand-peine être maintenue sur le lit par sa sœur qui, pendant quelques instants, craignit d'être contrainte d'appeler du secours.
Mais quelques gouttes de lavande qu'elle se laissa enfin persuader de prendre se montrèrent efficaces, et depuis ce moment jusqu'au retour de Mrs. Jennings, elle demeura tranquille et immobile sur le lit.